les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va les amis? Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. Ça va Philippe David? Ça va très bien, on est Cécile. content, on est bien là. Non, on était très bien hier avec les franchisés. Écoutez, on était très bien avec les franchisés. Et puisque nous on parle franchement, en parlant de franchisés, aujourd'hui, pas mal de choses dans notre besace. Vous êtes avec les Beaucoup de choses, oui. aujourd'hui. C'est la mafia aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est que Françoise de Gois est revenue, et c'est aussi la mauvaise. Oui, je pensais surtout mauvaise, mais bon. Je savais que ça partirait comme ça. Moi, je veux dire, la semaine dernière, je faisais pas les vraies voix. Il y a bien une personne qui m'a pas manqué, c'était Françoise de Gois. Tu sais, c'est dit la même chose de vous. Pour toi, qu'est-ce que c'était bien avec Frédéric Brindel. Quelle tristesse de vous voir revenir. En Je tout peux cas, plus vous supporter déjà. Merci beaucoup de nous accueillir. On fait pas dans quel sens. Ouais, c'est ça. C'est assez commun en ce moment. Allez, on démarre. Les amis, on démarre. Vous restez avec nous. Utilisez le 49.3 un peu de Minibus, faites preuve d'autorité. Non, moi c'est la démocratie qui parle. Voilà. Là, vous dépassez les bornes. C'est pour ça que je vous laisse parler, mais à un moment donné, je vous couperai les micros. D'accord. C'est mon 49.3 moi. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Vous voulez commenter l'actu avec nous, c'est le 0826 300 300. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron. Demain, peut-elle apaiser la colère? Inutile de vous dire que c'est un large non à 96% après l'adoption controversée de la réforme des retraites au Parlement, provoquant de nombreuses manifestations lundi soir à travers la France. Emmanuel Macron a donc décidé de prendre la parole demain à 13h, une annonce qui est déjà décriée mais très attendue alors que l'exécutif fait face à une contestation sociale qui menace encore de se durcir. Philippe. Oui, Cécile, et même si les soutiens d'Emmanuel Macron affirment qu'il ne faut pas laisser pourrir la situation et qu'il est nécessaire de renouer le dialogue avec les Français, est-ce que vous pensez que ceux qui considèrent que l'usage du 49.3 est un scandale démocratique vont arrêter de descendre dans la rue le soir? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, demain, à partir de 13h, peut calmer la colère des gens? Vous pensez une chose, vous pensez le contraire? On vous attend au 0826 300 300. Et puis à 18h30, dans le coup de projecteur, on reviendra sur est-ce une victoire finalement ce rejet de la censure, de la motion de censure? Est-ce une victoire pour Emmanuel Macron? Les deux rejets des motions de censure contre le gouvernement constituent une victoire parlementaire pour l'exécutif, mais en forme de sursis, une nouvelle étape pour Emmanuel Macron, dont l'image est abîmée, impasse, crise sociale et politique, impopularité, une victoire au goût des défaites. Voilà ce que souligne unanimement la presse française depuis ce matin, Philippe. Oui, Cécile, et la suite du quinquennat est en jeu. Alors certes, Emmanuel Macron a gagné, mais de 9 voix, c'est-à-dire moins que ce qu'il aurait dû avoir. Alors est-ce que c'est une victoire à la Pyrrhus? Mais une victoire quand même. Pour vous, c'est une victoire. Le 0826 300 300. Pour vous, ce n'est pas une victoire. Le 0826 300 300. Ah oui, dis donc, c'est le même numéro. Alors, rejet de la censure, est-ce une victoire pour Emmanuel Macron? Eh ben, vous dites non à 74%. C'est pas encore assez, montez les gars, montez encore. Ne les poussez pas, Françoise. Restez avec nous et on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu leur voix divine, sensuelle, intelligente, intelligible. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la... Adjectifs divine et sensuel, en ce qui me concerne, c'est trop. Je trouve ça très juste. Moi, c'est pas encore assez. Moi, j'éparpille façon punch. Les deux premiers. Oui, divine, merci, je vous en prie. Chère Françoise de Gois. Oui, je ne sais pas pourquoi je suis heureuse de vous retrouver. Et cette espèce d'idiot de Philippe David aussi, je suis heureuse de le retrouver. Et ça me sépare de vers moi, c'est malgré moi. On sent que c'est contraint. Il est utile quand même. Oui, l'idiot utile, les deux idiots, Philippe David et moi, l'idiot et l'idiot sont utiles. Mais c'est vous, je vous mets complètement à part. Vous êtes, c'est bon, vous êtes sanctarisé. Non, mais c'est lui, il y a quelque chose. Il faudrait parfois une petite absence. Oui, je suis à la fois agacée et contente de le voir, cette espèce d'idiot. Voilà. Sophie Gauguin est avec nous, conseillère régionale de Normandie. Bonsoir, Sophie Gauguin, bienvenue. Heureuse de vous retrouver aussi. Merci. Alors, la corruption est parmi nous. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Non, je dois dire que je suis venue avec des bons produits normands, du terroir, voilà, pour vous donner force et amour. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. La force, c'est le pur beurre, c'est le jus de pomme. La Normandie, voilà, le grenier de la France, quand même, des produits d'excellence. Normandie, quand tombe la pluie, et les soleils. Il a le son, notre ami Benoît.
Allumez-le. Non, parce que non, on va pas y arriver. Non. Oui, alors là, tout d'un coup, on est moins divin et comment vous avez dit? Mais si, on est divin avec l'amour. Une critique Divin et sensuel. Sophie, vous les critiquez. Oui, Ok, très bien. sensuel. Ok, vous avez le droit de me critiquer si vous voulez. C'est vous. On s'en souviendra. Mettez-lui moins 10 à Sophie. Voilà. Pour le quiz, elle a déjà perdu. Oui, c'est ça. Non, mais Elle s'imagine comme tous les élus qu'elle va nous acheter avec ses caramels mous. Mais non, Caramel on n'est pas mou. mous, nous. Ils sont On n'est pas pas mous. mous, nous. Et notre auditeur 0826 300 300, c'est Baptiste qui nous appelle de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, dis Coucou, donc, quelle Baptiste. belle voix Baptiste. Mais merci. Ah, je vous en prie. Vous êtes dans la salle de bain, Baptiste? Comment Ça se ne passe? regarde pas. on est en train de perdre Cécile. Si on peut faire quelque chose. Déjà, je vous appelle d'où je veux, et s'il y a un écho, s'il y a une écho, vous pouvez me le dire de façon plus sympa. C'est génial. On a une grande gueule avec nous. Ah, Bravo. j'adore. La rébellion, la rébellion. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie, Baptiste? S'il vous plaît, monsieur. Je suis responsable de la communication. Ah, bah dis donc, ça démarre bien. Je vous appelle d'une salle de réunion qui manifestement a des problèmes d'insonorisation. Donc rien à voir avec la salle de bain. Baptiste, j'aurais pu dire les toilettes, j'ai dit la salle de bain. Responsable de communication. De quoi? C'est De un quoi petit- De quoi Mais vous êtes Responsable de de la la police communication de qui? De qui? On n'ose pas Non, lui mais poser. On n'ose pas lui non, poser de écoutez, questions. Attendez. Je vais pas. Vous ne pouvez pas le Je dire. vais exercer mon droit à la discrétion. D'accord. Je suis responsable de la communication et je vais vous dire dans une ONG. Voilà. D'accord, très Ah, bien. très bien. Non, super. mais on va avoir peur. Dans Une une ONG, ONG. Non, mais alors dites-leur d'acheter des meubles, Baptiste, parce que là, vous êtes dans une salle vide. Une ONG, vous êtes responsable de la communication de chez Renaissance ou Et puis on avait Une quelqu'un ONG, hier une pour la entreprise de permanence. bâtiment. Mais des plantes. Non, mais Voilà. moi j'ai peur. En Vous tout savez, cas, j'ai Baptiste, peur, j'ai peur bienvenue. qu'on lui pose une question parce qu'on va se faire jeter et ça vous regarde Non, pas. allez. Et qu'est-ce que je vous demande? Allez, les amis, on passe à la Ouais. chanson du jour, à la musique du jour. Oxygène, Jean-Michel Non, Jarre. pas Oxygène. Oui, je sais ce que Équinoxe. c'est. Équinoxe. Et voilà. pourquoi Parce que la nuit dernière a eu lieu C'était l'équinoxe de printemps. Oh, Mimi, c'est Bravo. mignon. Et elle a eu lieu juste après la fin des vraies voix. La preuve que maintenant la nature se cale sur le timing des vraies voix, Non, Cécile. c'est fou. C'est extraordinaire, non? Mais du moment que c'est pas T'imagines la quelqu'un qui politique écoute- aussi, non? T'imagines quelqu'un qui écoute cette émission pour la première fois et qui t'entend parler comme ça et nous qui disons oui, c'est vrai. Ouais, c'est fou. On peut y aller? On peut revenir dans le sérieux? Il faut y aller. Allez, Il faut y réquisitoire aller. du procureur. Bam! Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre Bruno Le Maire qui découvre trop tard que la colère dépasse de loin le seul sujet des retraites. J'ai pris Bruno Le Maire comme exemple. Mais j'aurais pu requérir contre le personnel politique ou d'autres qui découvrent après ce qu'ils auraient dû savoir avant. Lorsque, en effet, Bruno Le Maire dit ce que vient de rappeler Philippe, que la colère du peuple dépasse de très loin la réforme des retraites, à la limite, il énonce une banalité, c'est bien qu'il la découvre après. Mais j'aurais aimé qu'elle lui donne de la lucidité et de l'impartialité avant. Et quand on avait lu les 2 pages de Bruno Le Maire dans le JDD, on n'avait pas le sentiment qu'il avait exactement les mêmes pensées. Et je trouve dommage qu'on ne soit pas capable, avant comme après, même dans l'esprit partisan qu'impose parfois la politique, d'être lucide et serein, d'être objectif. Françoise de Gaulle. Oui, ils ont l'impression de découvrir la Lune. C'est terrible hein, de cette déconnexion. Je suis d'autant plus étonné, je partage le réquisitoire de Philippe Bilger, parce que Bruno Le Maire est quelqu'un qui a un vrai sens politique. Alors, véritablement, c'est un des rares qui reste au gouvernement. Avant, on pouvait critiquer Christophe Castaner, c'était un des pires ministres de l'Intérieur, mais il avait un pif politique. Il avait compris, lui, par exemple, que les Gilets jaunes, ça n'était pas une petite crise d'adolescence passagère. Bruno Le Maire aussi l'avait compris, comme François Bayrou. Et là, d'un seul coup, le jour d'après, on se retrouve avec un gouvernement et surtout avec un ministre qui, pour le moment, c'est pas trop abîmé hein, dans la question de la réforme des retraites. Il prend bien soin de rester en recul. Mais voilà, un gouvernement complètement déconnecté. Un Bruno Le Maire qui joue tristement et banalement le jeu de la fidélité à quelque chose auquel lui-même, je pense, ne croit même pas. Sophie Gauguin.
Oui, ben, c'est l'illustration de la déconnexion totale. On l'a dit depuis longtemps. Et de toute façon, cette colère, elle germe depuis le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait 4 ans qu'elle est en pleine maturation. On le dit sur le terrain depuis longtemps. Nous ne sommes pas entendus, quelles que soient d'ailleurs les convictions politiques qu'on peut partager, puisqu'il s'agit quand même de l'intérêt du pays. Et nous ne sommes pas entendus. Donc finalement, c'est le renvoi d'ascenseur à toute une classe politique qui est dans le déni de ce que vit une grande partie de la réalité des Françaises et des Français depuis le début. Et je n'ai pas l'impression que la leçon ait été tirée à chacune des étapes. Le grand débat, chacun a joué son rôle. Les maires, on a été au rendez-vous de l'apaisement. Cette fois-ci, on voit bien, et donc je pense que je partage le réquisitoire, et les questions qui sont posées à nos auditeurs vont être intéressantes, parce que l'analyse qu'ils vont faire va être certainement la même que la nôtre. Juste une question, est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes, parce qu'on en reparle, pourraient revenir là? J'ai une réponse là-dessus, c'est-à-dire que je crois quand même que les Gilets jaunes, c'est notre fantasme, mais ce qui revient est un mélange de beaucoup de choses. Et c'est un mélange de Gilets jaunes, c'est un mélange également de jeunesse, parce que contrairement, et ça même le préfet de police de Paris l'a dit, la jeunesse qui manifeste tous les soirs n'est pas seulement du tout une jeunesse politisée, c'est pas simplement la jeunesse du NPA, etc. C'est aussi des jeunes de la Sorbonne, des étudiants qui viennent. Donc ça n'est pas que la gilet jaunisation, c'est bien là le problème. C'est la première fois, moi je crois vraiment, et en parlant avec beaucoup de sociologues spécialistes des mouvements sociaux, c'est la première fois, même depuis 95, qu'on a un tel mouvement, un tel affrontement désormais face à face de la démocratie sociale contre les forces politiques, avec de la gilet jaunisation, avec la jeunesse et avec l'ensemble des syndicats réunis. Et pas que, c'est surtout les Françaises et les Français qui ne manifestent pas, qui ne sont pas non plus en accord avec ça, et ce sont les premiers concernés. C'est-à-dire, quel va être le fruit de mon travail avec la retraite? Même cela, mais le mot de la fin, Philippe. En même temps, Cécile, vous nous avez posé une question. Moi, il y a quelque chose qui ne me semble pas relever des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est que c'est des mouvements très politisés, tout de même. Parce que lorsqu'on voit la jeunesse, si j'élimine la jeunesse qui est complètement dépressive à cause du Covid, la jeunesse qui s'exprime, manifeste, elle est de gauche, voire d'extrême gauche, infiniment politisée. Mais justement, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, parce que moi je croyais. Mais moi je croyais. Non, c'est pas ça. C'est je croyais ça aussi. Mais même Laurent Nunez dit que c'est pas ça. Alors même Laurent Nunez, qui est le préfet de police, dit justement c'est pas la jeunesse politisée. Alors vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu, et puis on va revenir sur ce premier grand débat après le rejet des 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. La prise de parole finalement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça peut apaiser le pays pour l'instant? Comment vous dire que vous dites non à 98%? 0826 que les 2% qui ont dit oui nous appellent tout de suite. On vous souhaite la bienvenue. Si vous avez raté le début, il va falloir rembobiner, les amis, parce que on a dit des trucs drôles, intelligents. Et on va essayer de continuer, Philippe David. On va essayer de continuer, ce qui n'est pas évident, nous, mais en tout cas, Philippe Bilger, oui, c'est sûr. Françoise Degois, c'est sûr. Sophie Gauguin, conseillère régionale de Normandie, c'est sûr aussi. Enfin, ça vous plaît ou pas, en tout cas, ils disent des choses intéressantes. On y va, quoi. C'est pas comme les présentateurs. Enfin, bon, c'est ça. Bon, oui, surtout, enfin, le présentateur. Les 2 présentateurs, nous. Le présentateur. Et nous. Et pourquoi on nous a pas demandé avec Philippe David de faire l'interview d'Emmanuel Macron? Ça aurait été dans le jardin. Dans le jardin de l'Élysée. On va se faire chier. Parce que ils auraient été capables de parler de foot. Benoît, notre réalisateur, appelez-nous l'Élysée, s'il vous plaît. On va leur poser la question. On peut changer au dernier moment. En tout cas, allez, un peu de sérieux sur cette allocution, enfin en tout cas cette interview d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut permettre d'apaiser la colère, oui ou non? Pour l'instant, c'est un grand non à 98%. 0826 300 300. Allez tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont réquisition, interview et platane. Les réquisitions de personnel ne passent pas au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Des centaines de manifestants massés, 3 CRS sérieusement blessés selon la préfecture. Une interview pour faire passer la réforme des retraites après le 49.3. Emmanuel Macron s'exprimera dans les 13 heures des 2 premières chaînes de télévision demain. Et puis un militant écologiste perché sur un platane pour empêcher les travaux de construction de l'A69 à la limite entre Tarn et Haute-Garonne. On va lui passer un coup de fil dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Ambiance tendue et feu de palette au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône.
Le gouvernement y a annoncé des réquisitions de personnel alors que le manque d'essence commence à se faire ressentir. Réaction immédiate, des centaines de syndicalistes se sont rassemblés pour bloquer le site pétrolier et soutenir les grévistes. Des incidents ont éclaté tout à l'heure selon la préfecture de police. 3 des CRS déployés sur les lieux ont été sérieusement blessés, dont au moins 2 ont été transférés à l'hôpital de Martigues. Pendant ce temps, Emmanuel Macron consulte donc et tente de resserrer les rangs après cette adoption forcée de la réforme des retraites via le 49.3. Pas de dissolution, pas de remaniement, font fuiter les ténors de sa majorité relative. Le chef de l'État qui s'exprimera demain dans les 13h de TF1 et France 2. Ces Marseillais n'en attendent pas grand-chose. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce qu'on sait déjà que ça ne va rien changer du tout, qu'il n'y aura pas de retrait de la réforme, donc pas de changement, donc ça ne sert à rien du tout. De mon point de vue, je pense que c'est bien qu'il parle. Parce qu'on attend des réponses quand même. On attend qu'il ne se cache pas derrière sa tour d'ivoire. Moi je pense que tout le monde doit dégager là. Les bornes et compagnie, ça doit dégager. On vit un petit peu comme on vivait au temps des rois. Le pouvoir, l'argent et le petit qui est en bas, on le calcule pas. Écoutez, qui démissionne. Ce serait bien qu'il pense aux Français et qu'il pense pas qu'à lui. Il faut qu'il fasse beaucoup de choses. Il faut qu'il se réveille là quand même. Le gouvernement, ils avaient annoncé qu'ils flancheraient pas, donc le résultat est là. Des propos recueillis par Lionel Maillet, Sud Radio dans les Bouches-du-Rhône. Intéressant. Hein, oui, c'est intéressant. Spécialement doué pour les prévisions. Il était évident qu'il dirait ni référendum, ni dissolution, ni remaniement. Si un être qui déteste se soumettre à l'injonction populaire, c'est bien lui. Oui, alors il le fera peut-être plus tard. Il consulte après déjà, donc ça révèle exactement la philosophie dans laquelle il conduit ce pays depuis 7 ans maintenant, 6 ans. C'est consulter après. C'est pas le problème de l'âge. Donc en fait, il n'y a aucune considération du dialogue, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre, que ce soit au Parlement, que ce soit avec les partenaires sociaux au moment de cette réforme. On a tous lancé des alertes qui n'ont pas été entendues. Donc je ne vois pas en quoi demain, une interview à 13h va changer la façon dont Emmanuel Macron gère le pays et considère les Françaises et les Français. Mais honnêtement, moi, encore une fois, vous lui trouvez une qualité qu'il n'a pas. C'est pas qu'il n'aime pas changer la vie avec l'injonction populaire. Il n'aime pas être défait et contrarié. Ça n'a rien à voir avec. Non, c'est pas pareil parce qu'il n'aime pas être contrarié par ses députés. Il n'aime pas être contrarié par son Premier ministre. Dès que son Premier ministre a la tête qui dépasse, il le débarque avec Édouard Philippe. C'est un trait de caractère épouvantable, le trait de caractère d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir avec le populaire. Il pourrait tout de même accepter de changer devant le réel. Structurellement, il ne change que quand il a peur. Voilà, quand on casse l'Arc de Triomphe ou quand on secoue sa voiture des manifestants. Et moi, vous savez, j'ai pas envie de partir là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans les manifs qui font ce calcul-là. Ils comprennent que cet individu que nous avons élu parce que c'était moins pire que le pire, eh bien, ils comprennent que lui ne peut changer, ne peut bouger que quand il a peur. Sinon, il n'accepte pas d'être contrarié. C'est épouvantable comme psyché. On n'a jamais eu un président comme ça à la tête de ce pays. C'est vachement dangereux, moi je trouve. Hein. Allez. On va prendre un peu de hauteur en grimpant dans un arbre entre Castres et Toulouse, Félix. Et oui, à Arbroquel s'est accroché un militant écologiste pour empêcher les travaux de construction de l'autoroute A69. On est à la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne. Bonsoir Thomas Braille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans cet arbre. Merci de m'accueillir. Vous êtes dans cet arbre, merci à vous de nous répondre du haut de cet arbre sur lequel vous venez dire que les habitants n'en veulent pas de cette autoroute. Oui, j'aimerais juste préciser une chose, je ne suis pas militant écologiste, je suis grimpeur arboriste, c'est mon métier, et je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. C'est en cette qualité que je fais des actions. Alors cette autoroute, bien entendu, elle est complètement néfaste, parce qu'au vu des enjeux climatiques, c'est un projet qui date d'il y a 20 ans, qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles, quand même, il faut le savoir, pour un gain de temps de 12 minutes, alors qu'il y a un projet alternatif à côté qui prévoit d'aménager la nationale. Il faut quand même savoir que le gestionnaire privé va récupérer les deux voies qui on peut rouler à 110 km/h. Ils vont les récupérer alors qu'elles ont été payées par le contribuable. Et l'enquête publique environnementale a donné un avis défavorable à 90%. Sauf que les deux préfets, 2 jours après, ils ont signé comme quoi l'autoroute allait se faire. Alors comprenez bien qu'il y a quand même les gens qui sont vent debout, parce que les gens n'en veulent pas, ils ont clairement exprimé, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vous, monsieur, qui étiez... oui, tout à fait. Ah, vous étiez à la Tour Eiffel, je me souviens, c'est vous qui vous êtes enchaîné sur les arbres et vous avez eu gain de cause sur la Tour Eiffel. Ouais. Ben, la Tour Eiffel, il n'y a pas de bagagerie au pied, vous avez un vieil arbre qui était là avant la construction de la Tour Eiffel, qui est toujours vivant, quoi.
Ouais, enfin, faites attention à vous quand même, parce que c'est un peu dangereux. Non. Pardon, Félix Mathieu, allez-y. Les travaux ont été lancés, malgré les recours administratifs en cours, malgré cette enquête publique plutôt défavorable. Oui, tout à fait. Et puis là, je suis sur un alignement d'une centaine d'années de platanes qui font entre 35 et 40 mètres de hauteur, des arbres majestueux qui bordent les routes de France. Et c'est comme ça qu'on perd aussi tout notre patrimoine arboré. Et ces arbres-là, ils sont protégés par un article de loi. Il ne faut pas l'oublier, c'est le L350-3 du Code de l'environnement. Et donc, ces arbres-là, demain matin, doivent être abattus. C'est pour ça que je suis dedans et que je défends ces arbres, quoi. Oui, non, ce qui est dingue, c'est vrai que on nous parle toujours de déforestation, on nous parle toujours de dire que toutes les entreprises plantent des arbres et nous, au fur et à mesure, on les coupe. Il a raison quand même, non? Oui, je trouve en plus c'est très pacifique la façon de faire. Vous avez quand même quelques hyper victoires. Élégant, je trouve. Oui, vous avez quelques victoires à votre actif. Je crois qu'il y a quelques personnalités en plus qui sont venues s'enchaîner avec vous, non, à la Tour Eiffel. Est-ce que oui, tout à fait. Oui, plein de gens. Donc, vous pensez que vous pouvez gagner, faire reculer ou pas? Écoutez, moi je suis dans la bienveillance. J'ai demandé au préfet qu'on fasse une table ronde avec les associations. Moi, le premier, j'ai envoyé un courrier à la préfecture en disant au préfet que j'aimerais le voir, pour qu'on puisse échanger avec les associations. J'ai envoyé des tweets. En fait, on n'a jamais de réponse. C'est pas compliqué. Donc, si vous voulez, moi, j'en suis obligé d'en arriver à des actes comme ça. Et quand j'ai passé 28 jours à Paris devant le ministère de la Transition écologique, pour alerter sur cet article de loi aussi des arbres d'alignement, et bien, c'est parce que personne ne vous répond. Donc, en fait, comment on fait, en fait, quand les autorités publiques ne vous répondent pas, en fait? C'est vrai que, pardon, excusez-moi, mais Thomas Braille a un peu raison là, non? Oui, on peut pas dire qu'il a tort. Non, mais normalement, il y a eu un débat public, non? Oui, il y a eu un débat. Il est terminé. Mais bien entendu. Non, mais il faut arrêter de couper des arbres, les enfants. C'est à un moment donné. L'enquête pardon. publique, je vous le redis, elle a donné un avis défavorable à 98%. C'est le problème. 90%, pardon. Il y a plus de 6200 personnes qui ont voté pour ce projet-là et qui n'en veulent pas. Alors pourquoi on le fait, quoi? Vous vous rendez compte, c'est 17 € l'aller-retour pour 60 km. J'ai jamais vu une autoroute aussi chère de ma vie, quoi. Qui va la prendre? La Bordeaux-Pau est encore plus chère. Non, la plus chère, c'est le François entre Cannes et Antibes. Voilà, en France. Oui, ça vaut une fortune. Mais en sinon, tout cas, Bordeaux-Pau est très cher. Thomas Braille, merci beaucoup. Merci Félix de nous avoir mis en relation avec Thomas Braille. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Et puis, vous savez que nous, on vous ouvre le micro. Donc, si vous avez besoin de nous, c'est facile. On peut vous envoyer Françoise de Gouin dans la bande. Ah non, parce que vous allez redescendre. Vous n'allez pas y passer la nuit, quand même. Je vous invite à lire un merveilleux livre qui s'appelle Le Baron Perché, que je suis sûr Thomas Braille a lu, qui est quand même exceptionnel. Magnifique. D'ailleurs, si je peux faire un peu de pub, moi j'ai sorti un livre qui s'appelle L'homme qui sauvait les arbres. Donc, très bien. En revanche, vous pouvez envoyer Françoise chez Monsieur le Préfet, parce que ça, elle sait faire. Pour parler d'arbres, il y aura du boulot. Merci beaucoup Thomas Braille d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour. On va revenir sur cette interview d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? Est-ce que ça va baisser la grogne nationale? Pour l'instant, vous nous dites non à 98%. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur notre chaîne YouTube, Sud Radio. J'espère que vous avez cliqué abonner ou au moins tous les jours vous dites à un ami, dis donc toi, t'as cliqué sur la chaîne YouTube. Vous savez que vous avez un onglet pour faire disparaître Philippe David. C'est l'onglet siège éjectable. Oui, il y a un truc qui s'appelle les Game Over, Philippe David. C'est ça. Ça fait une croix rouge comme ça. C'est ça. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Parmi toutes ces femmes, vous êtes bien, vous êtes heureux? Il y a beaucoup de femmes. Ah oui, il y a beaucoup de femmes. Il n'a pas dit oui aujourd'hui. François, j'ai déjà souffrance. Tu entends déjà, il y a beaucoup trop. Tu entends le trop, ça ne prononce pas. Jamais avec Philippe Bilger. Je ne le permets Mais t'as un faux d'air, je mets un faux d'air. Non, au contraire. Un jour, je dirai tout le bien que je pense des femmes. Ah oui, un jour. Bien sûr, dans un livre posthume, j'imagine. Dans mes mémoires intimes. De Gouin est avec nous et Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, est avec nous. Ça va, Sophie? Bonsoir, en pleine forme. Oui, bon, tant mieux. Et vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je crains le pire. Le grand débat du jour. Voilà. C'est ça, c'est parce que je Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Voici le résultat du scrutin. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La censure du groupe Lyotte est rejetée par l'Assemblée nationale.
C'est une grande déception. C'est un énième aveu de faiblesse du gouvernement qui nous montre qu'il ne peut pas gouverner en France, qu'il n'a pas la légitimité, qu'il ne peut rien faire. Le cheminement démocratique de la réforme se termine, donc le président s'exprime. Il a pondu une réforme immature, illogique, mal fagotée et injuste. Et alors que tout le monde lui dit que cette réforme n'est pas bonne, il s'y agrippe. Il veut aller jusqu'au bout, bouffi d'orgueil. Et donc après le rejet des 2 motions de censure hier à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'adressera demain donc aux Français à 13h pour l'entourage du président. La prise de parole est nécessaire pour ne pas nier ni minimiser le niveau de tension et de crispation qu'éprouvent actuellement les Français, Philippe. Oui, Cécile, mais convaincre, ça risque de s'avérer très compliqué tant on voit que l'opinion publique est à fleur de peau avec des manifestations un peu partout en France. Hier avec l'adoption de le rejet de la motion de censure et donc l'adoption de la loi sur les réformes des retraites. Alors est-ce que vous pensez que demain Emmanuel Macron peut avoir les paroles qu'il faut pour apaiser les Français, ou vous pensez que non, c'est pas possible, le 49.3 a été trop violent? On vous attend au 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter, en tout cas pour ceux qui votent, c'est un non à 98%. Vous estimez que Emmanuel Macron, demain, dans une interview, ne pourra pas apaiser cette colère. Et pour en parler aujourd'hui, Michael Sadoun est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes chroniqueur et consultant en communication. Forcément, on va commencer par Philippe Bilger. On peut apaiser cette colère d'un coup en magie? Pas d'un coup de baguette magique. On a dit tout à l'heure qu'il avait déjà annoncé qu'évidemment il n'y aurait ni remaniement, ni dissolution, ni référendum. Donc voilà déjà tout un pan qui aurait été concevable, qu'il fait disparaître. Et pourtant il ne pourra pas ne pas intervenir demain sans proposer quelque chose. Je n'imagine pas qu'il vienne demain pour répondre à des journalistes dont les questions ne seront pas, à mon avis, très vigoureuses, uniquement pour dire, commenter ce qui s'est passé, nous persuader que la loi est bonne et qu'en réalité, qu'il faut que la société s'apaise. Je pense qu'il dira quelque chose. Quoi, je n'en sais rien et j'attends avec impatience. Demain 13h. On continue le tour de table. Françoise Degois. Je pense que vous n'avez pas saisi, ou nous n'avons pas saisi, à quel point la stratégie est simple, claire. On attendait quand même un exécutif et un président qui serait un peu humble, qui au moins mettrait leur orgueil sous le boisseau, qui au moins arrêterait de la ramener. Mais depuis ce matin, tout le monde la ramène. Je ne sais pas si vous voyez les éléments de langage que fait passer le président de la République sur « on peut parler d'une victoire ». Elisabeth Borne, ce matin, vous savez que les caméras ne sont jamais autorisées à suivre les réunions de groupe. Ils ont fait rentrer les caméras de télé pour montrer l'ovation assez maigre d'ailleurs, mais en tout cas les députés qui applaudissent, c'est Elisabeth Borne qui fait savoir qu'elle veut rester. Olivier Véran est très dur, nous allons réquisitionner. Vous imaginez un petit peu la réaction, le manque d'intelligence politique de ce gouvernement et de ce président. Il est peut-être certainement très intelligent, mais il n'a aucune intelligence politique. Demain, évidemment, je connais parfaitement sa rhétorique jésuitique. On va avoir droit mais bien sûr, on va avoir droit à un petit homme, à réforme est formidable, et il n'y a pas d'alternative. La preuve, puisque la motion n'a pas été votée. Petit 2, on va avoir ou les méchants qui mettent des désordres, etc. Et petit 3, on va avoir je me moque de ma popularité, seul le destin compte de la France, pour dire regardez à quel point je suis courageux de m'entêter. Voilà. Non mais c'est ça qu'il y aura demain. On peut le signer ensemble. Je prends l'argent. C'est pas la peine de faire des paris. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Non, après le propos jésuitique, la parole est à la carmélite sœur Sophie Gauguin. Oui. Vous pas d'accord qu'il est jésuite? Si, il y a ce tempérament qui est à donner des leçons en permanence, et on ne l'a jamais vu revenir en arrière, pas une seule fois, ni même s'excuser de quoi que ce soit dans aucune décision. Oh, c'est pas vrai. Il a fait 2-3 petits mea culpa. Mais il n'en tient aucune conséquence pour la suite. Il a changé très souvent comme Sarkozy. Hein. Non, il ne tient aucune décision. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne tient aucune conséquence de ce qu'il revit à chaque fois. Donc finalement, c'est le cercle Macron. Le karma, par ça, on sait très bien, c'est l'autorité. Ensuite, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Finalement, j'ai peut-être entendu un peu, mais finalement, je vais continuer. Parce que vous racontez n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que les gens en ont vraiment marre, les Françaises et les Français. C'est parce que cette utilisation de la politique de façon si cynique, ils l'ont identifiée. Et ils n'en peuvent plus. Ils veulent être considérés comme des citoyens. Michael Sadoun, est-ce que demain, Emmanuel Macron
peut faire baisser la tension par les propos qu'il va tenir sur TF1 et France 2. Ou créer quelque chose. Créer quelque chose. Moi, je pense pas tellement. Alors déjà, il y a le fond des annonces, comme l'a dit Philippe, il compte pas du tout faire un référendum ou changer de gouvernement a priori, même si on parle déjà d'Elisabeth Borne qui apparemment serait un peu fatiguée par cette réforme et aurait envie de partir. Ce serait un changement de politique qui serait peut-être de nature à calmer un petit peu les tensions, pour cristalliser un petit peu la haine des manifestants contre la Première ministre. Mais je pense que sur le fond, il n'a pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il veut parler au peuple en colère, puisqu'il parle sur le 13h de TF1, c'est quand même un choix, plutôt qu'au 20h, donc l'audience est plus restreinte. On passe de 10 millions à 7 millions pour les 13h de TF1 et de France 2. Surtout. Plus âgé, évidemment, Oui. donc il s'adresse principalement à son électorat. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a principalement été élu par les inactifs et non pas par la France au travail comme certains disent. Par exemple, chez les plus de 70 ans, il fait 71% au second tour contre Marine Le Pen. Chez les 18-24 ans, il fait 61%. Donc c'est des gens qui ne travaillent pas. Donc il va principalement s'adresser à son électorat, je pense, pour le conforter, pour lui dire, regardez, nous avons résisté à la pression de la rue et aux oppositions au Parlement. Je pense que certains ont parlé d'un exercice de calinothérapie pour calmer un petit peu les tensions dans l'opposition, mais je pense qu'en fait, ce choix-là montre qu'il ne va pas tellement se prêter à cet exercice. En réalité, la stratégie d'Emmanuel Macron est toujours la même. Pour les Gilets jaunes, il met un temps considérable. À l'époque, il y a vraiment des flairs politiques qui l'alertent. Je disais Christophe Castaner, mais Richard Ferrand et François Bayrou. Il laisse filer, ça dégénère complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Pam, direct. Toujours la même histoire. Pour ne rien dire, pour faire de la philosophie politique, pour expliquer à quel point il a compris qu'il a rien compris. Donc, il va faire ça parce qu'il va essayer d'enjamber encore aujourd'hui toujours la même stratégie. Demain, il va essayer d'enjamber en se disant ça va se calmer avec une stratégie très claire. D'un côté, on ne lâche rien, on fait un déni, c'est orwellien, hein, c'est-à-dire que une défaite est une victoire, et de l'autre, on laisse pourrir la situation. Emmanuel Macron, lui, pense que la situation va dégénérer et qu'il va arriver à retourner l'opinion à cause des violences. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va retourner l'opinion? On vous attend au 0826 300 300. Juste avant de prendre Baptiste, Philippe Bilger. Michael, je voudrais vous poser une question. On peut tout dire d'Emmanuel Macron, mais si je prends l'exemple des Gilets jaunes, durant le moment où ils sévissaient ou s'ils portaient leur cause brillamment, il a fait semblant de les mépriser. En réalité, mais 3 mois plus tard, il a fait l'analyse la plus juste qui soit sur leur crise. Est-ce que vous ne croyez pas que il comprend parfaitement ce qui se passe en ce moment et qu'il est très lucide sur le risque de voir son pouvoir fragilisé, mais qu'il n'a pas de solution immédiate, précisément parce qu'il écarte les solutions extrêmes dont on a parlé tout à l'heure? C'est sûr qu'il est jusqu'au boutiste dans son comportement, ça on est d'accord, et puis il pourrait donner des signes. Dans le micro. Il pourrait donner des signes pour apaiser un petit peu ce mouvement, mais je suis pas sûr qu'il comprenne aussi bien que vous le dites ce mouvement. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? C'était un mouvement, par exemple, spontané, totalement nouveau, et au début personne ne comprenait ce qui se passait. C'était une France qui se réveillait dans les médias et que les gens découvraient aussi parce qu'elle était périphérique. Je pense que là, on est face à un mouvement qui est assez protéiforme. C'est-à-dire qu'au début, on était dans une grande manifestation populaire de la France décentralisée. On a parlé des manifestations qui se déroulaient partout dans la France. Mais là, ce à quoi on a assisté hier, c'était des manifestations beaucoup plus violentes d'ultra-gauche qui se passaient principalement à Paris, puisque la majorité des interpellations ont eu lieu à Paris. Donc je pense que là aussi, le mouvement social se complexifie, avec aussi des syndicats qui essayent de rester dans la partie tout en institutionnalisant un petit peu ce mouvement de contestation. Donc je pense que la réponse à apporter à tous ces mouvements, elle est aussi très complexe. 0826 300 300. Baptiste, vous vouliez réagir? Oui, on évacue tout de suite le sujet de la qualité du son, Cécile. Oui, tout va bien. Le son est parfait. Là, on est d'accord, Voilà. Alors du coup, puisque vous me demandez un peu ma météo intérieure, je suis assez mitigé concernant l'annonce d'Emmanuel Macron demain. Je suis un peu sur la ligne de Philippe Bilger. Il exclut d'office le remaniement, la dissolution, le référendum et le retrait de la réforme, il reste la recette des crêpes, ou trancher
ou trancher chocolatine et pain au chocolat. Voilà. C'est pas faux. Mais on a l'impression que finalement, pour nourrir un peu de tout ce qui a été dit, c'est que ça fait 6 ans et en fait, on a l'impression qu'il n'apprend rien de rien, en fait. Non, certainement. En tout cas, les méthodes qu'il avait, les méthodes qu'il avait promis d'appliquer, c'est-à-dire une méthode plus horizontale, de dialogue, de concertation, elle n'a pas été tenue, cette promesse. Donc là, il y a une intuition qu'il y a une demande de changement politique, voire institutionnel en France, mais il ne réalise pas en fait cette promesse, ce qui laisse aussi un peu les gens sur leur faim. Les gens qui l'ont élu une deuxième fois ont pensé que peut-être il allait revenir sur cette méthode du premier quinquennat, mais en fait il la renforce d'autant plus qu'il n'a pas de majorité au Parlement et qu'il est obligé d'asseoir encore plus cette manière autoritaire de faire les choses. Françoise Degois. On connaît la capacité d'Emmanuel Macron à enjamber. Je vous fiche mon billet que demain il y aura tout ce que je vous ai dit, la rhétorique jésuitique, et il y aura en plus une petite piste lancée sur la réforme des institutions. Vous verrez que on va avoir forcément une phrase. Immigration, non, mais sur réforme des institutions. Vous n'avez pas aimé le 49.3, mais regardez à quoi je réfléchis. Peut-être un jour, peut-être demain, on rasera gratis. Ça, c'est le premier point. Deuxième, autant vous dire que j'enjambe jusqu'à ce qu'il freine les pieds dans le tapis. Je suis pas d'accord avec Michael parce que contrairement, on peut regarder le mouvement en surface, c'est la première fois au-delà de 95, qu'un mouvement social, une démocratie sociale, je le redis, s'affronte à la démocratie politique à ce point. C'est un bras de fer parce que le mouvement n'a pas changé. C'est-à-dire que vous avez toujours l'union syndicale sacrée qui n'est jamais arrivée, même en 95, on n'était pas arrivé à ce niveau de l'ensemble des centrales. Vous avez un peu de jeunesse, vous avez les préfectures, les sous-préfectures, et vous avez une révolte parlementaire. Il n'est jamais arrivé, nous sommes vraiment dans une crise de régime. Et Emmanuel Macron, contrairement à mon ami Philippe Bilger, car nous ne sommes jamais d'accord là-dessus, n'a pas l'intelligence de ce momentum. Il l'aura après, mais la magnifique analyse du mouvement des Gilets jaunes, dont l'affuble Philippe Bilger, est une analyse qui a été portée immédiatement par Castaner et par Bayrou, absolument pas par Emmanuel Macron. Par les maires. Deux mois. Par les maires, parce que ce que vous dites est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette écoute du terrain du tout. Et s'il y avait cette humilité de pouvoir écouter celles et ceux qui sont sur le territoire en permanence à l'écoute des Françaises et des Français, les Gilets jaunes, en tant que maire, on l'a vu arriver 1 an avant. On l'a dit dans nos assemblées d'élus. Aujourd'hui, il y a d'autres débats. Vous allez voir, je rejoins Françoise et Philippe, il y a d'autres débats qui vont venir impacter la vie des Françaises et des Français. On est déjà parti dans la méthode d'absence de consultation globale et d'écoute. Enfin, excusez-moi, mais la consultation qu'a eu le grand débat, ça dort dans les archives départementales. Donc ça va servir à grand chose. Du temps, des millions d'euros, de l'espoir levé qui n'a pas été entendu. Et c'est grave ce qui se passe là, parce que tout ça a germé et qu'aujourd'hui on en arrive à une rupture au sein de la société française. Les Françaises et les Français ne se parlent pas, se regardent de façon différenciée et on a besoin de ressouder la nation. Mais est-ce qu'il va pas accélérer plutôt demain en disant voilà, moi je suis déjà dans la réforme prochaine, je parlais d'immigration, il va accélérer, il va dépasser le sujet. C'est à démontrer que le quinquennat n'est pas terminé. Voilà, qu'il est dans l'action. Non, bien sûr, je vous en prie. C'est possible. Moi, je pensais qu'une des manières pour lui de sortir de ce moment, c'était peut-être d'annoncer dans la foulée des mesures sur le pouvoir d'achat. Ça lui permet de sortir du sujet des retraites et de déplacer le front vers le front de l'inflation et du pouvoir d'achat qui va se poursuivre, puisqu'il y a eu des annonces, l'inflation se poursuit, les hausses de taux vont se poursuivre, donc on reste dans un contexte économique général assez compliqué, donc il peut aller vers ça, et en plus ça lui permettrait de dire, regardez, on a fait preuve de sérieux budgétaire, on a libéré des marges de manœuvre budgétaires, maintenant on va s'en servir pour vous aider à vous en sortir un petit peu face à l'inflation. Ça pourrait être une des lignes de son intervention de demain. Mais il n'a rien libéré du tout, parce que la réforme des retraites, finalement, c'est peanuts sur un budget. Il reste 10 milliards par an. Mettons ça au pot, vous verrez que demain, la grande Zoubia, ça sera sur les institutions, vous allez voir. Je pense qu'il y aura aussi ça. Il y a quelque temps. Ça sera vécu comme un affront terrible. En parlant de libération, c'est la pub dans un instant, on va faire une petite pause. Merci beaucoup, Michael Sadoun, d'avoir été avec nous, chroniqueur et consultant en communication. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, c'est le quiz, vous pouvez rester si ça vous amuse. Baptiste, je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre, dans votre salle de bain, voilà. En tout cas, dans un instant, vous allez jouer contre l'un de nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Merci en tout cas d'être avec nous tous les jours, de 17h à 20h, avec Philippe David, nos éditorialistes du jour. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est Philippe Bilger qui est avec nous, qui est en forme. Ça va, mon Philippe? Oui, très bien, ça va de mieux en mieux. Il est tellement content, il y a son président qui va parler de et je peux apporter un peu de nuance parfois. Voilà, c'est ça. Bien sûr, mais très partisan. Bien sûr, oui, c'est l'homme de la nuance. C'est la subtilité. Non, mais surtout lui, c'est la subtilité. Pour de une fois, l'intelligence. c'est l'homme qui est modéré. C'est vraiment la. Vous savez que vous perdez du temps. C'est Emmanuel Macron qu'on a parmi nous. Il se compare à lui. On est trois, colère, Macron et moi. Françoise, vous perdez du temps avec le quiz de l'actu, avec bien sûr. Ah bah oui, Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Et puis on a gardé, voilà, Michael Sedoun, on l'a gardé. Et donc Baptiste, vous êtes avec nous, notre vraie voix auditeur. Baptiste, vous êtes là? Bien sûr. Bien sûr, Baptiste. Vous pouvez jouer. Alors, on va mettre Mickaël dans un camp, mais avec Françoise ou avec ceux qui restent. Mais vous jouez contre qui? Est-ce que vous jouez contre Philippe Bilger? Est-ce que vous jouez contre Françoise Degois ou est-ce que vous jouez contre Sophie Gauguin? J'ai réfléchi différemment, Cécile. J'ai envie de jouer avec Philippe et Françoise, donc je vais jouer contre Sophie. Pauvre, ma bichette, on va t'écraser. Donc, Sophie est très bonne. Alors, est-ce que je peux avoir un casque? Michael est avec nous. Et donc, Michael, est-ce que vous êtes contre notre auditeur ou avec notre auditeur? Allons-y vite. Je suis avec l'auditeur. Avec l'auditeur. Toujours. Ah, ça, c'est bien un truc de communicant. Attention, première question, c'est une question extrêmement facile. Attention, question patron. Qui est le nouveau capitaine de l'équipe de France de foot? Mbappé. Françoise Degois était la plus rapide. C'est moi la plus rapide. Mais vous êtes ensemble en plus. Vous avez peur de François. Mais oui, ne vous confondez pas. Allez, on y va. Je voulais deuxième question. Expliquez les règles du jeu, s'il vous plaît, parce que c'est pas clair. Qui a dit à Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement, vous céderez? Mathilde Panot. Bonne réponse de Françoise Degois. Super anaphore d'ailleurs de Mathilde. Vous céderez parce que c'était bien. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer tout de suite? Question qui a dit? Je dis à Aurélien Pradier qu'il appartient à une famille politique qui a défini un certain nombre de valeurs. Olivier Marleix. Ciotti. Non. Retailleau. Non. Parmi elles, le travail, la solidarité intergénérationnelle. Non. Et la Juvin. Non. Il est très très haut dans le Non, encore plus haut que Darmanin. C'est un arc. Nicolas Sarkozy. Le Sénat. Larcher. Bonne C'est réponse. juste un point, là. Allez, on y va. On continue. Encore le qui a dit. Qui a dit, je pense que l'on peut mourir de nos contradictions. Elisabeth Borne. Non. Voilà une phrase. Mais elle aurait pu le dire. Mélenchon. Non. C'est du. Pas le même bord. Pradier. C'est du camp. Non, c'est même camp. Pas loin. C'est Barlex. Non. Ciotti. Non. Toujours au Sénat. Retailleau. Bonne réponse de Michael Sadoun. Enfin, quand même. Ben oui, non, c'est. Et puis une phrase. Ça va, Baptiste? Baptiste, vous êtes là? Oui, je suis là, mais comme mon équipe est en autopilote, c'est trop tard pour jouer plutôt avec Sophie, du coup, parce que j'ai un peu de peine. Sa chambre. Alors, attention, Baptiste, c'est peut-être pour vous. Question punition. Pour quelle raison le député insoumis Hugo Bernalicis a-t-il été sanctionné par Sébastien Chenu, président de séance à l'Assemblée nationale, lors d'une séance dédiée aux Jeux Olympiques 2024? Parce qu'il est venu avec un t-shirt? Non, pas du tout. Parce qu'il a fumé? Non. Parce qu'il portait une pancarte? Non. Parce qu'il n'avait pas de cravate? Non. Parce qu'il a Il s'est filmé. Oui, bonne réponse. Parce qu'il a fait un live tweet sur Twitch et c'est totalement interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Allez, on continue. 10-0. Quelle personnalité politique est accusée d'avoir frappé un policier lors d'une opération de déblocage? Bonne réponse de Françoise Degois. C'est Éric Coquerel, effectivement. Question licenciement. Quelle entreprise a annoncé licencier 9000 salariés? Google. Non. Apple. Non. Twitter. Non. Amazon. Bonne réponse. Amazon. C'est Baptiste, il est bon Baptiste. Allez, dernière question Allez, vite. une dernière question. Quel joueur a décidé de réfléchir à son avenir en sélection? Bonne réponse de Françoise Degois, qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Alors, non, mais on laisse même pas marquer un point à Sophie, franchement. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont sans pitié. Moi, je suis en plein jet lag là. Tu aurais trouvé Griezmann? Griezmann? Non. Tu sais, j'aurais pas trouvé Griezmann. 11 joueurs, tu sais. Oui, je sais. Alors, je vais vous dire,
J'aime plutôt le rugby, moi. Sophie, Vous ne faites pas de rugby, non? Sophie, je pense que c'est la bravo. pire humiliation qu'on ouais, total. Mais en revanche, je reconnais la bienveillance de la Normandie de laisser gagner les autres. Je vous remercie. Baptiste, c'est gentil. Vous restez avec on nous. peut donner le score, s'il te plaît? Non, là, c'est trop dur. Non, c'est trop dur. Alors, écoutez, je me rattraperai. Attention, on ne vous entend pas. Restez avec nous dans un instant, le coup de cœur de Philippe David, et on reviendra bien sûr avec les vraies voix, avec le tour de table de l'actualité des vraies voix. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec un chouette tour de table ce soir avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Sophie Gauguin qui est vice-présidente de la région Normandie, et vos appels 0826 300 300 et notre ami Baptiste qui est notre quatrième voix auditeur. Et en attendant, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de cœur pour les ouvriers qui ont porté secours et ont permis d'arrêter l'auteur d'un féminicide. Oui, Cécile. Hier à Paris, une femme a été assassinée par son ex-mari qui l'a poignardée à la gorge à plusieurs reprises dans le hall de son immeuble. Alertés par les cris, des ouvriers qui travaillaient non loin ont poursuivi le suspect après avoir appelé la police. L'assassin s'est réfugié dans une église située à 10 minutes à pied où il a changé sa tenue vestimentaire, mais a été arrêté par les policiers avec le casque de moto qui dissimulait son visage et l'arme du crime maculée de sang dans un sac. Alors bravo à Majid, c'est un de ces ouvriers qui a témoigné, et à ses collègues qui ont aidé les forces de l'ordre à arrêter ce que je ne peux m'empêcher d'appeler un salopard, et j'espère que la justice sera avec lui implacable. C'est magnifique. Merci. Bravo. Bravo, il n'y a rien à ajouter. Ouais. Bravo Majid. Ils sont c'est étonnant parce que moi je suis toujours très émue face au courage des gens, parce qu'il faut être très courageux quand même. Quand on vous dit généralement ne répliquez pas, attention, mais le courage finalement de l'être humain pour sauver l'autre, Mais vous avez raison, Cécile, parce qu'en général on dit que les citoyens sont lâches. Or, il y a énormément d'épisodes qui montrent que certains sont très courageux, et parfois c'est pas évident. Je sais pas si je l'aurais fait comme ils l'ont fait. Et par exemple, je me souviens, lorsque j'étais avocat général, on conseillait aux clients des banques qui étaient victimes de braquage de surtout rester très calmes. Mais dans la vie quotidienne, il y a des héros, il y a des gens qui n'ont pas peur. Alors là, c'était normal d'une certaine manière, mais il y en a d'autres qui prennent des risques considérables. Il faut les saluer. Oui, ils ont pris un risque quand même incroyable, parce que tu te jettes, c'est l'adrénaline, tu réfléchis pas, tu cours après le type, tu sais même pas s'il a un flingue, ou pas, tu sais rien, tu vas. On sait déjà qu'il a un gros couteau. Non, mais t'écoutes ton grand cœur, quoi. C'est magnifique. On avait adoré, on avait salué ça à l'époque. Vous vous souvenez, les espèces de cintrés qui avaient attaqué les anciens locaux de Charlie et qui avaient été arrêtés à coups de boules de pétanque par des gens qui jouaient au pétanque. Je crois qu'il y avait plusieurs messieurs qui étaient là, et ils avaient attrapé le type en balançant des boules de pétanque, ils l'avaient neutralisé, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. C'est courageux, et si vous permettez, juste sur ces questions des violences faites aux femmes, on aura besoin de plus en plus que les gens osent aussi dénoncer pour celles qui des vigies n'osent en fait, pas, et qui soient des vigies, parce que c'est vraiment un fléau national. Enfin, vous savez ce qu'on a vécu dans ma commune, c'est d'une atrocité sans nom, et il est temps que là aussi des réponses très fermes de la justice soient apportées à chaque fois, parce que ça n'est pas forcément le cas. Et j'espère comme vous une sanction implacable. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir évoqué ce sujet, et je trouve que ça ne fait pas assez les titres des journaux. Hein. Franchement, ça serait bien qu'on en parle. On devrait les encourager beaucoup plus. Ouais, parce que Majid, c'est ça. Absolument. Et ben voilà, merci beaucoup Majid, et tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et visiblement, on n'en a pas fini avec la réforme des retraites. Félix Mathieu, à en croire le top tendance sur Twitter. Oui, pas de motion de censure à l'Assemblée hier, mais en tête des hashtags, l'expression la plus utilisée ce soir sur le réseau social, c'est la suivante: censure populaire. Expression lancée notamment par la France Insoumise, comme ici la présidente de son groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Vous céderez, car nous serons nombreux jeudi pour la censure populaire, et toujours plus nombreux encore. Et preuve que la fin du processus parlementaire ne signe pas la fin politique de la séquence, outre le hashtag censure populaire. Dans les top tendances, on trouve ce soir réforme des retraites,
Panot, Dussopt, Coquerel ou bien encore Charles III. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci là? Charles III. Oui. Quel rapport avec Eh bien, parce qu'il sera en France en fin de semaine. Voilà. Quand une actu en percute une autre, une petite musique monte un peu sur Twitter à l'approche de l'événement. Emmanuel Macron va accueillir le roi Charles III à Versailles pour un dîner fastueux. Certes, tout cela était prévu de longue date, mais un timing très malvenu, écrit par exemple un militant PS sur Twitter. Un autre partage, un photomontage sur le thème Emmanuel Ier reçoit Charles III. Les deux chefs d'État représentés évidemment avec chacun leur trône et leur couronne, quoique vous me direz ni l'un ni l'autre n'est couronné pour le moment. Problème de symbole, question pratique aussi, puisque par exemple l'édition bordelaise du journal Sud-Ouest nous indique que les syndicats entendent se mobiliser lors de la venue du roi à Bordeaux. Voilà, le roi qui pourrait être perturbé dans sa visite. Non mais c'est vrai que voilà, c'est pas de bol en réalité. Là pour Macron c'est vraiment un mauvais calendrier. Là, je pense que c'est vraiment un problème de calendrier, que c'est très compliqué d'annuler le dîner d'État somptueux de Versailles. C'est pas possible de l'annuler, ça ne se fait pas. Et là, imaginez. Et en plus, le carrosse du futur roi, c'est-à-dire la voiture blindée du futur roi qui va traverser les avenues remplies de poubelles. Tout ça très chic. En feu. Ça va être un grand moment. Vous rêveriez d'aller à Versailles en vous voyant? Ah, moi j'adorais Versailles, c'est une splendeur. Non, mais je trouve normal qu'on l'accueille comme ça, mais c'est vrai que ça va faire un drôle d'effet sur la France. C'est pas le bon calendrier, mais pour être au cœur de l'actualité politique et économique en permanence, on a besoin de pouvoir parler à nos amis britanniques rapidement. Il y a des enjeux pour le pays qui sont gigantesques et il ne faut pas les perdre de vue. Le Brexit a fait énormément de mal, notamment pour toute une jeunesse et pour un tissu économique aussi français. Le monarque rencontrera le monarque présidentiel. Il y a quand même un truc qui est très bien avec Charles, c'est que d'abord il est vraiment francophile. Moi, on l'avait rencontré à l'époque de la COP 21. Il est un véritable amoureux de la France. Il parle un français absolument parfait, comme beaucoup de membres de la famille royale britannique en plus. Et c'est la semaine de la langue française. Et il est vraiment passionné d'écologie. C'est pas pour du faux. Il a vraiment des idéaux, ce roi. La reine était sublime, je la mets au-dessus. Mais voilà. Donc, écoutez, mais quand même là, je dis pas de bol pour Macron, parce que vraiment les images, ça va être quelque chose. Vous savez, Cécile, j'ai une vision. Depuis que Philippe Bilger a dit qu'il rêverait d'aller à Versailles, je l'imagine avec une perruque, un peu comme Louis XIV, avec une redingote dorée, et je l'imagine dans Versailles. Lully et Molière. En train de danser avec Lully. Je le vois avec comme ça. Oui, mais ça avait de la gueule. Moi, je vais appeler la sécurité. Vous êtes en train de divaguer. Allez, vous restez avec nous. Le président Soleil. On revient dans un instant avec. Soleil suprême. Vous avez pris votre conscience. Le tour de la table de l'actualité. Un nouveau surnom pour Emmanuel Macron, Soleil suprême, c'est pas mal. Soleil suprême, non? Vous me dites quand je peux parler? Allez-y, c'est bon. Et ben voilà, j'ai fini. Allez, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis sur Sud Radio, bienvenue et merci de votre fidélité et vous êtes de plus en plus nombreux et merci bien sûr de réagir sur notre compte Twitter avec nos questions du jour. Est-ce que le rejet de la motion de censure est une victoire pour vous, pour Emmanuel Macron? On va en parler dans quelques instants. Nous sommes avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sophie Gauguin, conseillère vice-présidente de la région de Normandie, et vous au 0826 300 300 vous intervenez quand vous voulez. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et dans son actualité, en tout cas, il va vous prouver qu'il aime le foot, Philippe Bilger. Mbappé, capitaine, logique. Oui, très logique, et même si j'ai lu dans une page du Figaro, je crois que d'anciens grands joueurs, en dehors d'un joueur qu'on connaît bien, d'un ancien joueur, Alain Giresse, qui lui approuve le choix de Mbappé comme capitaine de l'équipe de France, tous les autres disent que Griezmann aurait été mieux. Eh bien, très rapidement, Cécile et Philippe, je pense qu'ils ont
Deschamps a très bien fait de prendre Mbappé. D'abord parce que je trouve que Griezmann est un formidable joueur, mais parfois c'est un clown. Déjà, se teindre les cheveux en rose, il faut être malade. Deuxième élément, déjà, il y a des cheveux. Deuxième élément, c'est un homme qui parle nettement moins bien que Mbappé dans les entretiens. Deuxième élément, je crois qu'il n'a pas la même fermeté, la même autorité. Il est moins respecté, malgré les apparences. Et Mbappé a un certain nombre de qualités, d'exemplarité, et puis évidemment l'admiration qui lui est portée. Je crois que c'est un choix très très logique. Françoise Degois. C'est un choix très démago de la part de Didier Deschamps. Je m'en réjouis. Le football, qu'on le veuille ou pas, c'est Mbappé. Voilà. En France, Mbappé, c'est le football français. Il incarne le football français. Didier Deschamps, qui est toujours extrêmement prudent, ne veut surtout pas prendre le risque, comment dirais-je, de déplaire à la Vox Populi et surtout de déplaire à son joueur principal qui en aurait fait de toute façon une maladie. Imaginez si Mbappé n'avait pas été nommé capitaine depuis le temps qu'il rue dans les brancards pour être quelque chose et quelqu'un. Voilà. Il lui a donné. Moi, j'en suis ravi. Mais je n'ai pas cette vision idyllique de Kylian Mbappé. C'est un joueur phénoménal, mais qui doit vraiment travailler. Je pense que sur l'intelligence, oui. Enfin, on se relève pas la nuit, si vous voulez, pour essayer pour analyser ce qu'il a dit. Ça, c'est sûr. Moi, vous savez quoi, j'ai hâte d'entendre l'analyse de Sophie Gauguin. Oui, mais ce que je constate, c'est que c'est finalement aussi compliqué d'avoir un maniement d'une équipe de football que d'un gouvernement. C'est un remaniement, c'est stratégiquement pensé, mesuré, pesé. Voilà, donc on attend d'avoir des leçons à tirer de la position de Deschamps. Mais qu'est-ce que t'es focus? C'est pareil. Oh, mais la focus. C'est pareil. Tout ça, c'est le même réflexe de. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup Mbappé. Mais c'est vrai, elle a raison. L'importance que l'on sait, ça reste un sport, même si regardez l'importance de l'actualité. Oui, mais on attache beaucoup trop d'importance au foot. Je suis le premier à le dire, étant un sportif en chambre qui passe ses journées devant la télé. Moi, j'ai une notion du mais en même temps, c'est le seul lien d'un pays qui n'en a plus. Oui, moi, on a besoin de héros. Mbappé aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve ça très bien. Mais si, à tort ou à raison, Mbappé est devenu un héros. C'est 3 buts en Coupe du Monde. Enfin, c'est en finale. C'est 2 buts où il revient de nulle part. Vous faites ça une fois dans une vie. Voilà, il l'a fait. Donc, d'une certaine manière, il est une forme de héros. Je pense qu'il n'a pas du tout les qualités que Philippe Bilger lui prête, de grand intellectuel, mais pour le milieu du foot, pour le milieu du foot, François, par rapport aux débiles qui parlent lors des pauses. Vous l'entendez parler, lui? Non, mais François, là, vous êtes un peu injuste. On dirait que vous parlez de Macron. Je pense qu'il est fédérateur. Soyez sympa. Non, mais soyez sympa. Il est fédérateur. Françoise Degois, votre tour de table va nous faire voyager direction le Japon, qui organise les premiers championnats du monde de collecte de déchets. Écoutez, j'adore. Bon, vous savez qu'une de mes passions avec l'Italie, c'est le Japon. J'adore ce pays. Non, c'est vous aussi. J'aime ce pays parce que ce pays est incompris et il est fou. Et il est capable d'être tellement innovant tout en étant tellement conservateur. Ils vont organiser en novembre pour la première fois à Tokyo la Coupe du Monde du ramassage de déchets. Je le dis parce que c'est quelque chose qui existe au Japon depuis 2008. Toutes les équipes ont 1 heure pour ramasser le maximum de déchets. Alors c'est mégots, bouteilles plastiques, etc. Ça a l'air complètement farfelu, mais en fait ça ne l'est pas. Depuis 2008, le ramassage de déchets fait partie de l'éducation citoyenne japonaise. Vous savez, puisqu'on parle du football, on dit toujours les Japonais ils sont admirables parce que ce soit pour le rugby, tribune nickel. Ouais, encore plus propre d'ailleurs que la façon je l'ai vécu une fois en France. Et donc quand vous allez à Tokyo, vous savez tous, où que ce soit au Japon, vous pouvez quasiment manger par terre quand vous êtes dans le métro. Mais là, il y a quelque chose de citoyen qui s'est installé. C'est en 2008. Ils devaient être contents chez nous en ce moment, les Japonais. Ouais, mais la fondation du Japon a vraiment lancé cette initiative. Tout le monde s'en amuse et tout le monde finalement y participe. Je trouve ça absolument génial. Et tant et si bien d'ailleurs que cette Coupe du Monde va faire des petits. Moi, j'aime. Le ludique par l'utile, c'est vachement bien. Moi, j'aime ces idées de compétition humanitaire dans le bon sens. Moi, j'adore. Il est temps de la faire à Paris. Oui.
Oui, vive les éboueurs en à la grève, fin de l'émission, on organise un concours de ramassage des déchets. Je vous le dis. Mais je sais que vous le faites. Allez, Sophie Gauguin. Sophie Gauguin, zéro artification. Bon, c'est bon. Oui, déjà, rien qu'en soi, c'est dur à dire, donc ça va être impossible à comprendre ni à appliquer. Donc voilà. Artificialisation nette, c'est la nouvelle invention qui va révolutionner visiblement l'aménagement du territoire et le droit de propriété. Bah dis donc, expliquez-nous parce que là, oui, alors ça envoie du lourd. Chers auditeurs, vous aviez aimé la ZFE sur laquelle nous vous avions alerté sur ce plateau. Eh bien, je vous invite à retenir ce nom, la zéro artificialisation nette des sols, ZAN. Vous allez beaucoup en entendre parler. Et non, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique, mais justement parce qu'il n'a pas été réfléchi et qu'il est issu du jus de crâne de consultants parisiens, eh bien, vous allez assister à une révolution sur l'aménagement des sols et l'approche qu'on pourra avoir dans ce pays du droit de propriété. Et donc, parce que nous allons devoir réduire déjà d'ici 2031 de moitié. C'est là que ça devient compliqué, vous allez voir si vous suivez. On va prendre des notes. De moitié ce que nous avons consommé entre 2011 et 2020, et qu'à partir de 2020 jusqu'à horizon 2030 et 2050, ça sera zéro consommation nouvelle d'espace dans des parcelles. Ça veut dire quoi ? Dont vous pouvez être propriétaire, dont les communes peuvent être propriétaires, et donc c'est le nouveau en même temps d'Emmanuel Macron avec la loi climat. Je n'ai rien compris. Non, mais je comprends. Et bien voilà. Parce que c'est incompréhensible. Merci de le dire. C'est justement ce que je voulais vous dire, c'est incompréhensible. Ça va retomber sur les élus locaux qui vont concrètement, eh bien, vous ne pourrez plus construire dans vos territoires des équipements publics parce que vous aurez déjà consommé votre quota précédent. Et qu'on va demander aux élus locaux, alors qu'une loi nationale leur impose, de réviser eux-mêmes leur capacité à pouvoir se développer. Bien, ça. Et donc je vous prédis, maintenant, on est tous d'accord pour préserver l'artifice, de préserver les terres agricoles, les forêts, etc. Mais qu'on le fasse avec une étude d'impact préalable et qu'on définisse ce qui rentre dans le calcul ou pas. Et aujourd'hui, au fil de l'eau, nous apprenons que finalement les gendarmeries ne vont pas être sur le quota national, ça va venir sur votre commune. Et donc les maires que vous aimez tant, mesdames et messieurs les auditeurs, vont devoir faire des choix devant vous et puis vous-même. On sera obligé parfois de dire, eh bien non, vous ne pourrez pas construire parce qu'on a déjà tout consommé. Voilà le futur bloubi-boulga que le gouvernement nous a inventé. C'est pas les lois qui sont faites sans réfléchir. On a eu le maire de Pio-en-Galie il y a quelques semaines parce qu'il dit qu'avec la loi climat, 90% des locations de ma station de ski sont intransformables et donc inlouable. On est chez les et c'est la suite de l'aménagement du territoire parce que ça va pousser à une métropolisation encore une fois. Juste une minute, je veux bien qu'on ironise et qu'on trouve grotesque les choses. Non, mais moi j'entends. Puisqu'on va le prendre à bras le corps les élus et qu'on va bâtir notre schéma. Ok, on a compris. On va prendre la responsabilité. Non, mais Sophie, à un moment donné, on peut pas dire faut changer et pas prendre des mesures pour véritablement changer. Avec nous. Avec vous, je suis d'accord, mais si avec vous, ok, mais à un moment donné, il y a forcément des mesures coercitives à prendre. Nous y arriverons. Nous ne pourrons pas ne pas y arriver. Nous ne pourrons pas. Mais avec nous, vous l'avez fait, il faut rester ZAN. Vous l'aviez pas fait. Il faut rester ZAN avec le, oui, voilà. Elle est bien. Non, mais c'est compliqué, là, Sophie, ce que vous avez raconté. Oui, sauf que pour avoir une économie... On va réfléchir, parce que ça... C'est pas ça, ça veut dire que les supermarchés peuvent plus s'installer n'importe comment. Mais on le fait déjà, on dit non. On dit non déjà. Mais il y a plein de gens qui disent pas non, ça veut dire que... Françoise, on a compris. On a compris, voilà. Justement, on n'a pas compris. Oui, non, mais on a compris que c'était compliqué. C'est comme les zones à émission de... Non, mais on a compris, moi j'ai compris. Ça veut dire que les maires vont plus pouvoir faire n'importe quoi et acquérir n'importe qui. Mais nulle part. À tout de suite. On est déjà encadré par la loi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Nous parlions football. Absolument. Nous parlions d'Mbappé, de Messi. C'est ça. Tiens, dites-nous. Elle se moque de Mbappé. Dites-nous si vous pensez. Attendez, Françoise. Françoise. Non, je parle du. Françoise, on va vous couper les micros. Il y avait deux joueurs qui savaient parler. Loris. Alors, on va vous couper les micros, voilà. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec donc Philippe Bilger et Françoise Degois. Exactement, censure. Sophie Gauguin, notre vice-présidente de la région Normandie. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Et le rejet des 2 motions de censure contre le gouvernement constitue une victoire parlementaire pour l'exécutif, mais en forme de sursis. Une nouvelle étape pour Emmanuel Macron, dont l'image est abîmée. Impasse, crise sociale et politique, impopularité. Une victoire au goût de la défaite, souligne unanimement, soulignée par la presse depuis ce matin un petit peu partout. Oui, une victoire qu'on pourrait qualifier de victoire à la Pyrrhus, avec 9 voix de majorité, ce qui fait très peu. Et la suite du quinquennat est en jeu. Alors, est-ce que pour vous, comme le disait Françoise à juste titre, ça fanfaronne un peu du côté de la majorité en disant que c'est une victoire? Est-ce que pour vous c'est une victoire, fût-ce à la Pyrrhus, ou est-ce que non, ce n'est pas une victoire parce que nombre de Français sont dans la rue? Dans les 2 cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et à savoir si c'est une victoire ou non, en tout cas pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, c'est non à 82%. Notre invité pour en parler, Adrien Matou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes journaliste politique à Marianne. D'abord, Philippe Bilger, est-ce une victoire pour Macron? Nos auditeurs, forcément, vous l'avez bien compris, disent non. Alors, je pourrais dire, pour nous réunir, que Macron aime beaucoup le foot. Au moins, c'est un point commun. Mais non, plus sérieusement, pour le coup, immédiatement, on ne peut pas dire que c'est un échec politique pour le gouvernement. Immédiatement. Dans la mesure où il faut tenter de se mettre à la place du pouvoir si la motion de censure avait été adoptée. Donc, c'est une victoire immédiate, mais qui va créer un nombre d'incommodités et d'inconvénients considérables, et on ne sait pas comment il va en sortir. Alors, je suis persuadé, là, évidemment, Françoise va contester mon point de vue, que Macron est peut-être un médiocre président, sa pratique est détestable, mais c'est un homme très roué, très habile, qui trouve toujours le moyen de sortir d'un apparent guêpier. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer demain, mais je crois qu'on aurait tort de le sous-estimer, parce que son esprit est assez inventif, et il va trouver le moyen de toute manière de durer sans problème jusqu'en 2027. C'est un visiteur du soir, Philippe Bilger, il sait des trucs. Non, il sait rien, mais lui, il dit inventif, moi je dis tordu. C'est la... non, bien sûr que c'est un esprit retors, Emmanuel Macron. Bien sûr que même dans un trou de souricière, il arriverait à s'échapper. Moi, je crois que cette fois-ci, justement, non. Je pense que à un moment donné, les choses vont s'imposer à lui. Je fais partie des gens qui pensent il faudra peut-être plusieurs mois, mais on retournera à un moment donné de façon inévitable aux urnes. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est une victoire arithmétique, mais c'est tout sauf une victoire politique. C'est une défaite politique de A jusqu'à Z. On a oublié la genèse. On a oublié que cet homme, Emmanuel Macron, a tellement peur, lui dont on a dressé le tableau d'un homme courageux, c'est un pétochard. Il a peur, il nous dit, c'est pour la force de la France. Il a tellement peur d'aller au vote qu'il impose le 49-3. La première défaite, elle est là. La seconde défaite, c'est l'état même de sa majorité. Même dans sa majorité, vous avez le village Potemkin qu'on nous a fabriqué toute la journée avec les gens qui applaudissent Elisabeth Borne, et vous avez les gens au téléphone qui vous disent, mais ils sont déçus même par le président. Donc bien sûr que c'est un échec politique, bien sûr que là où c'est terrible d'arrogance finalement et d'incapacité, comme disait Sophie tout à l'heure, à tirer les leçons de quoi que ce soit. Toute la journée, la première ministre et le président font passer les messages qu'ils ont gagnés. Ils n'ont rien gagné du tout. Allez, Sophie Gauguin. Aucune humilité. C'est un échec parce qu'on ne peut pas être satisfait de fracturer le pays à ce point-là. Et c'est un échec parce qu'à nouveau, il ne démontre pas sa capacité à écouter les Françaises et les Français. C'est un échec parce que finalement, cette réforme accouche d'une souris. Donc même pour ceux qui attendaient que cette réforme soit vertueuse au niveau comptable, ça n'y est pas. Et c'est un échec politique parce que, encore une fois, il rajoute une pierre à l'édifice de sa suprématie, même allant devant les médias demain. Je pense que ça aussi, c'est une nouvelle forme de communication qui démontre que je vais vous parler, je vais vous apporter la solution, et en fait, et voilà. Et même ça, c'est méprisant. Plutôt que de dire on a un problème, je déclenche des nouvelles consultations. Je suis assez d'accord, il va avoir la stratégie. Et c'est ça qui est horrible, les gens n'en peuvent plus d'entendre Emmanuel Macron être dans la stratégie. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va dire. Voilà, il a cette intelligence-là. Le problème, c'est qu'il ne l'utilise pas pour résoudre les problèmes des Françaises et des Français. Et c'est ce qu'on attend d'un président de la République. Donc c'est un double échec. Un président en sursis quand même, non ?
Adrien Matou, président en sursis, est-ce que c'est une victoire ou pas une victoire pour vous? Si c'est une victoire dans un sport où les règles sont faites pour qu'il gagne à tous les coups, parce que la Ve République, ou en tout cas la pratique des institutions avec tous les changements qu'il y a eu, font que c'est quasiment impossible, d'ailleurs ça n'est quasiment jamais arrivé. Une fois. Une fois, c'est arrivé dans des circonstances exceptionnelles, de se faire renverser. Donc moi je pense qu'il faut plutôt se projeter vers la suite. Et la question que vous avez tous posée, c'est est-ce qu'il a la capacité de faire un tour de passe-passe pour une nouvelle fois se sortir. Rebond, oui. Alors moi je m'inquiète un petit peu sur ça parce que j'ai l'impression que de plus en plus il y a, et sans faire de parallèle douteux, l'impression d'un président qui est bunkerisé, qui est contre tout le monde et qui n'a pas les antennes pour comprendre ce qui se passe. Je vous prends un exemple, je l'ai lu dans la Dépêche du Midi aujourd'hui, c'est une source à l'Élysée qui explique pourquoi Macron a fait le choix de parler demain dans le 13h, qui a surpris beaucoup de gens. Et cette source à l'Élysée dit « Il a fait le choix des territoires. En province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition, tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé. » On a l'impression qu'il parle des Français comme des gens qui font un safari et qui vont voir des espèces d'animaux. Rendez-vous en terre inconnue. Regardez ces provinciaux qui mangent chez eux. Moi, ça m'inquiète. J'ai l'impression ça m'inquiète. Je constate une grande déconnexion. Même Elisabeth Borne, elle parle un petit peu de manière robotique à l'Assemblée. Je me demande quelle est leur capacité à saisir ce qui se passe. Et peut-être que la seule manière qu'auront les gens de leur faire saisir ce qui se passe, c'est des manifestations et un climat quasiment insurrectionnel. Je suis d'accord avec. Par ailleurs, il faut se méfier aussi des visiteurs qui racontent quand même des conneries énormes, des bêtises énormes. Les visiteurs du soir, Emmanuel Macron n'est pas à son coup d'essai. Je le disais, au moment des Gilets jaunes, il a fait la même chose. La première prise de parole, alors que tout pète, c'est le 13h de Jean-Pierre Pernaut pour expliquer encore à quel point il a raison et à quel point tout le monde a tort. Et la réalité, si vous voulez, c'est que ce pays est très politique et je vous rejoins. Il connaît parfaitement les trucs et les ficelles de ce président. Les Français ont compris qui est Emmanuel Macron. Ils ont fait un choix lucide en se disant il y a pire, mais il y a pire encore, c'est Marine Le Pen, donc allons sur le pire. Mais ils savent qui ils ont en face. Donc le risque qu'on a, c'est vraiment la démonétisation totale, pleine et entière de ce qu'il est, lui. Et c'est long, généralement. C'est pas le cas, Françoise? Non, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Philippe Bilger. Vous ne croyez pas, Adrien, que en réalité, d'abord banalement, il choisit par une surprise de parler à 13h parce qu'il prétend opposer la France des territoires qui est moins passionnée par notre effervescence politique et syndicale que la vie parisienne pour aller vite. Et deuxième élément, est-ce qu'au fond, on n'exagère pas la portée de l'opposition à Emmanuel Macron? Parce que bien sûr, quand on regarde les sondages ici, elle est grande, mais je suis persuadé que dans les tréfonds du pays, elle n'est pas aussi forte. Moi, dans ma quotidienneté, qui n'est pas considérable, entendons-nous, j'entends des gens qui sont choqués par cette opposition virulente à Emmanuel Macron. Ils ne sont pas sur la ligne qu'on montre depuis quelques jours et donc je me sens parfois minoritaire face à eux. Alors, premier élément, je pense pas que ce soit la France des territoires. D'ailleurs, des territoires, ça m'a toujours interpellé comme expression. Je pense pas que ce soit une opposition géographique que recherche le président. D'ailleurs, il faut quand même noter que depuis le début de la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de mobilisation dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures, dans les préfectures. Et donc, cette fois-ci, l'opposition ne se circonscrit pas aux métropoles. On constate que vraiment, justement, le pays dans ses tréfonds se mobilise. À Muret, ville de 25 000 habitants à 20 km de Toulouse. Et il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je pense que ce que cherche à mobiliser le président, c'est un ressort un petit peu comme en mai 68, c'est la France de l'ordre. Et effectivement, là, il y a peut-être un ressort activé pour lui. 13h, c'est plutôt un effet d'âge, à mon avis. C'est plutôt pour parler aux retraités, qui sont les seuls qui soutiennent la réforme. Et effectivement, je pense qu'il y a une France qui a envie d'ordre, qui n'a pas envie que ce soit le bordel, que les manifestations bloquent le pays, etc. Sauf que les sondages sont un élément, la mobilisation dans les manifestations est un autre élément. Justement, moi j'ai l'impression que le sentiment majoritaire est que la réforme des retraites et surtout le gouvernement est à l'origine du désordre. C'est pour ça qu'à mon avis, l'opposition doit bien calculer les choses et ne pas donner l'impression d'être l'instrument du désordre. Parce que là, les Français pourraient commencer à se dire... Mais est-ce que c'est pas finalement le président et le pouvoir dans son obstination qui est à l'origine du désordre? Et on a une réaction 0826 300 300. Baptiste est avec nous. Bonjour. Re. On vous entend bien. On vous écoute. Oui, je fais l'effort. Je soigne mon son. Alors du coup, moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Et juste simplement pour
Pour Philippe Bilger, qui se demandait si l'opposition à cette réforme était pas différente selon qu'on est à Paris ou selon qu'on est dans les territoires, et je suis d'accord que le terme peut sembler un peu péjoratif, simplement les sondages d'opinion, ils sont faits avec des échantillons représentatifs de la population, donc y compris des gens qui n'habitent pas Paris. Donc quand on a 90% des salariés et 75% des citoyens qui sont opposés à cette réforme, il n'y a pas question de où est-ce qu'ils habitent, et c'est pas que des Parisiens qui sont interrogés. Donc cette réforme, elle fait l'opposition contre elle. Et si vous vous replongez quelques mois en arrière, faites l'exercice, posez-vous la question, combien de députés étaient a priori favorables à cette réforme compte tenu de leur parcours politique, de leurs conditions politiques. Il aurait dû faire passer cette réforme avec une majorité immense. Mais c'est parce qu'ils nous l'imposent, c'est parce qu'elle n'était pas prévue, parce qu'elle n'est pas utile, et parce que le déficit est bien exagéré par rapport à ce que dit le comité d'orientation des retraites. C'est pour toute raison, et pour cet entêtement aussi, qui fait l'opposition et qui fait l'unanimité contre lui. Il devrait l'entendre. Jacques Chirac a été capable de l'entendre au moment du CPE, en retirant et en ne promulguant jamais une loi qui avait pourtant été votée à l'époque aussi avec une motion de censure. Merci Baptiste. Est-ce que finalement, Adrien Matou, est-ce que il va pouvoir retrouver une certaine autorité, Emmanuel Macron ? Ça dépend ce qu'il fait. Il y a 3 options. Non, mais est-ce qu'il y a une issue possible ? Parce que là, on a l'impression d'être dans face à un mur. Un mur, en fait. Il y a 3 options à court terme, mais qui sont des options réclamées par l'opposition, qui aboutissent toutes à une forme de sortie de crise. Le retrait de la réforme, je pense que c'est exclu à ce stade. Le référendum, qui peut arriver soit par la volonté du président, très improbable, soit par une procédure de RIP qu'a lancé la gauche. Un référendum d'initiative partagée, j'explique. Voilà, exactement, qui est très complexe. Soit la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections. Ça, c'est les issues évidentes de sortie de crise. Alors, le président semble avoir déjà annoncé qu'il n'y aurait aucune de ces options-là qui serait annoncée demain. Je pense pas qu'il s'en sorte grâce à une convention citoyenne ou un grand débat, etc. L'espoir qu'il a, c'est la lassitude et la résignation. Mais moi, ça me paraît compliqué à court terme. Moi, je redis qu'il, comme toujours, il va essayer d'enjamber. Je n'ai pas du tout votre vision, surtout la vôtre, mon cher Philippe Bilger, romanesque, romantique sur ce président. Je pense qu'il est parfaitement cynique. Que lui, il parie. Adrien, il est très gentil. Il dit il parie sur l'essoufflement. Non, moi, je pense que. Je suis analytique, pas gentil. Non, je pense que Emmanuel Macron. Il est gentil quand même. Mais si vous êtes analytique, je pense qu'il joue sur le pourrissement. C'est ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes. C'est sémantique. Ouais, non, c'est pas un champ sémantique. C'est 2 choses différentes. La lassitude n'a rien à voir avec le pourrissement. C'est-à-dire que si on va dans le durcissement, et là où je vous rejoins, c'est que il va être demain le tenant de l'ordre face au désordre. On va avoir, parce qu'il est incapable de pas mettre d'huile sur le feu, on va avoir le couplet habituel sur les foules haineuses, comme il l'avait fait pour les Gilets jaunes, sur les élus menacés, etc. Je pense qu'il va essayer d'enjamber la chose en envoyant un petit message sur la réforme des institutions. Vous aimez pas le 49.3, mais moi non plus. Cacaboudin, je l'aime pas beaucoup, et si vous voulez, on va le réformer ensemble, mais j'ai pas pu faire autrement pour le bien de la France que de l'utiliser. On voit à peu près le discours. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il y a un calcul tout à fait cynique sur le pourrissement. Emmanuel Macron, il va y avoir des affrontements, ça a commencé, ça recommence comme avec les Gilets jaunes. On a beaucoup parlé des policiers, des gendarmes blessés, on a beaucoup moins parlé des gens mutilés. Attention à cette utilisation à nouveau des braves. Moi, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu des chaînes qui sont quand même pas des chaînes de gauchistes échevelés diffuser en boucle vraiment ces vidéos hier de ce qui s'est passé à Paris avec les types de la Brave qui tabassent un mec qui passe. Non. Arrêtez, Françoise, de dire les types de la Brave. Arrêtez. Policiers de la Brave. Non. Je sais que votre amour de la police républicaine, le mien aussi. Je vous dis juste que ces vidéos sont authentiques, elles sont authentifiées. Laurent Nunez a d'ailleurs dit que l'IGPN était saisi. C'est des comportements on ne va pas recommencer comme avec les Gilets jaunes. C'est pas possible. Ce qui est notable, c'est qu'on avait remarqué que pendant les manifestations contre les retraites, il y avait eu une doctrine de maintien de l'ordre qui était adoucie. Ça se passait bien. Vraiment. Et là,
il y a eu un durcissement hier assez net. Parce que les manifestants durcissent aussi. Bah, c'est toujours un processus qui... Voilà, bien sûr. Mais aucun manifestant, vous avez des braves et des CRS casqués et armés. Aucun manifestant, en l'occurrence un manifestant qui aurait une attitude violente, je dis pas. Aucun manifestant ne mérite de prendre des coups droits, des coups de crochet. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. On ne va pas recommencer là-dessus, j'espère. Mais ça peut être un facteur politique, je fais rapidement, mais ça peut être un facteur politique important des deux côtés. C'est-à-dire que je prends deux scénarios, je ne souhaite qu'aucun des deux ne se produise, mais un manifestant, il arrive quelque chose de grave à un manifestant, ou il arrive quelque chose de grave à un élu, ou à un membre des forces de l'ordre. Ça peut être un facteur dans les prochaines semaines. Attention au dérapage, dans un sens ou dans l'autre. Dernier petit sujet hyper important, c'est qu'il a fini par Emmanuel Macron diviser quand même les LR. Ça, on oublie de le dire aussi, parce que finalement, dans tout ce marasme, aujourd'hui... C'est pour son malheur. Déjà commencé un peu. Oui. On peut espérer que le reste deviendra un peu plus court. Non mais sérieux, c'est pour son malheur qu'il a réussi ça. C'est pas pour son bonheur. En tout cas, le résultat est là. Oui, c'est dramatique pour lui. Ça veut dire qu'il n'a plus personne pour voter. Mais quand je dis il a réussi, c'est parce qu'il voulait. Il a quand même en plus dans le dossier. Il a surtout fracturé le pays et aujourd'hui ne propose pas de solution pour ce que vivent les Françaises et les Français. Et c'est ça qu'on attend de lui. Après, les gens sont absolument dégoûtés de ce qu'ils observent en politique parce qu'en fait, on ne s'occupe pas d'eux. Et là, Sophie, tu l'aurais voté, toi, la motion? Tu es LR. Je pense que je l'aurais voté. Ah ouais, pour être cohérente. Ça, c'est intéressant. Tu as voté la motion? J'aurais voté, oui, Pour la censure. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut être entier en politique. Je crois qu'à un moment donné, le calcul qui fait partie de ce qu'on peut proposer quand on est observateur, commentateur, statiste, voilà, les gens n'en peuvent plus du calcul. Ils veulent des solutions. Et donc, ce qu'ils appellent là, comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, c'est des solutions. Et en politique, je pense qu'il est temps, avec des convictions solides, mais d'être soi-même. Et d'oser être soi-même à un moment donné. Et ça n'empêche pas une fidélité à sa famille politique. Mais Bravier aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Adrien Malzou, d'avoir été avec nous, journaliste politique à Marianne. Et vachement bon en foot, en plus. Vachement bon en foot. Vous revenez comme vous voulez. Merci en tout cas. Le foot aussi. Et 0826 300, bien sûr, vous nous appelez si vous voulez réagir sur ce qui a été dit dans l'émission. Vous êtes en standard. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la dernière ligne droite avec Philippe Bilger. On a gardé Adrien Matou, un journaliste politique à Marianne. Ça peut toujours servir d'avoir un journaliste avec nous. Françoise Degois est avec nous. Mais il est bon. J'en adore le foot. J'adore. Il est bien en foot, on le prend. Et bien sûr, Sophie Gauguin, qui est vice-présidente de la région Normandie et direction Marseille avec Johan, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir. Non mais c'est bon, les autres ce n'est pas nécessaire. Bonsoir, c'est pas nécessaire de saluer Philippe David en règle générale. Vous savez que c'est un adversaire farouche de l'OM, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. C'est quoi ce masochisme? Dites quelle est l'OM, Philippe? Elle est l'OM, en Coupe d'Europe, je supporte l'OM. Dis-le à jamais les premiers, vas-y. Non, jamais. Jamais les premiers à marquer la Coupe d'Europe des clubs champions. Ne vous laissez pas faire. Mais le step by step. Johan, vous vouliez revenir sur quoi ce soir? Eh bien, par rapport aux réactions, je rejoins un peu les idées qu'a développé Françoise. Oui. À savoir que je pense que désolé. Je pense que de son point de vue, je pense que Macron a gagné. Dans le sens où il a réussi à faire passer une loi qui en France était vraiment très très compliquée à faire passer. Sa première ministre a engagé un 49.3 et c'est passé. Là où peut-être l'opposition avait une chance de pouvoir se réunir pour faire front, finalement ils ont joué chacun leur camp et ils ont échoué. Ils ont échoué. Et là où il a pu consolider, on va dire, sa majorité relative en embarquant avec lui les LR, là pour le coup c'est passé. Donc on le voit par rapport à sa stratégie de com et celle de ses ministres. C'est là où je voulais un peu François, c'est que depuis le début il nous dit on a usé de tous les outils démocratiques, on est légitime sur ces domaines, etc.
De son point de vue, il a gagné. Ça me fait mal de le dire, hein. Très sincèrement. Une petite victoire en demi-teinte quand même, hein. Oui. Enfin, même si ça reste une victoire. Comme disait. Mais si vous regardez, par exemple, on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Les gilets jaunes ont mis vraiment pour le coup ont mis le pays vraiment au ralenti pendant plusieurs mois. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller au devant, de faire ses grands discours et puis finalement d'éteindre le feu, quoi. On va faire résigner. J'ai un allié un peu tiède. Adrien Matou. Est-ce que quelque part vous dites que vous êtes d'accord avec moi, mon ami? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce que je fais là, c'est pas que je lui donne pas du tout raison dans ce qu'il a fait, ni je suis absolument pas d'accord du tout dans ce qu'il a fait ni dans sa façon de faire. Mais je pensais pas qu'il a perdu politiquement. Moi, je dis qu'il a gagné arithmétiquement parlant, mais il a perdu politiquement totalement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas politiquement pour moi, cet homme est l'incarnation même de l'arrogance pure. Le truc, c'est qu'il a été élu et pendant 5 ans, son poste, il va jamais le lâcher. Bah, ça, c'est sûr. C'est ça. On va faire réagir Adrien Matou. Quelque part, est-ce qu'il n'a pas réussi à passer une retraite que Juppé avait échoué, que Nombre avait échoué, et que donc c'est un succès, comme le dit Johan de Marseille? On a fait voter. Moi, je pense que le match n'est pas terminé, en fait. Donc, c'est ça le truc, c'est que on a l'impression que c'est terminé parce qu'il a fait le 49-3 avec la motion de censure a échoué, mais c'est pas fini. Jeudi, il y a la grande manifestation. Conseil constitutionnel, il y a le RIP. Oui. Il y a encore un. Fini, je pense que le match n'est pas fini. La messe n'est pas dite. Il mène un 0 et c'est super serré. Donc, on n'est pas à 0, on est au tir au but là. Allez, les amis, c'est la fin malheureusement. Merci beaucoup Johan de nous avoir appelé au 0826 300 et vive l'OM 300 et merci beaucoup Adrien Matou d'être resté avec nous, un journaliste politique à Marianne. Vous revenez quand vous voulez, avec des crampons ou sans des crampons, comme vous voulez. Mais revenez avec des gâteaux. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup. Merci à vous pour franchement. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Merci Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. Philippe Bilger, Philippe David, on reste ensemble. On va vous parler emploi dans quelques instants. Voilà, on va essayer de trouver du travail à des personnes, des CV, comme chaque lundi. Mardi. On est mardi. Prouvez-le. Je ne sais pas. On en parlera dans quelques instants. En tout cas, bienvenue à tous. On revient dans un instant. À tout de suite.